Il y a des batailles qui se gagnent avec l'intelligence, la ruse et la manœuvre. Et puis, il y a celles qui se gagnent avec le feu. Le 6 juillet 1809, dans la plaine poussiéreuse de Wagram, Napoléon Bonaparte a décidé de changer les règles de la guerre pour toujours. Oubliez la finesse tactique d'Austerlitz, oubliez les mouvements élégants qui s'enseignent dans les écoles militaires. Ce jour-là, face à une armée autrichienne immense, confiante et persuadée de tenir enfin sa vengeance, l'empereur a fait un choix terrifiant. Il a remplacé le génie par la brutalité pure. Il a remplacé le fleuret par la masse d'armes. Pour la première fois de l'histoire, la victoire ne dépendrait pas du courage des soldats, mais d'une machine de mort industrielle. Napoléon va assembler ce que les historiens appelleront avec effroi la grande batterie. Un mur de bronze, une tempête de fer. 112 canons alignés, roue contre roue, crachant la mort à un rythme infernal pour pulvériser des régiments entiers, disloquer les corps et briser les esprits avant même le choc des baïonnettes. Bienvenue sur l'héritage de fer. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement raconter une bataille, nous allons vous plonger au cœur de la fournaise pour vous montrer comment la France a brisé l'échine de l'Autriche à coups de marteau. Comment, alors qu'il se trouvait au bord du gouffre, encerclé et menacé, Napoléon a transformé une situation désespérée en un massacre légendaire. Préparez-vous, l'air va devenir irrespirable, le bruit va devenir insupportable. Voici l'histoire. Du jour où le dieu de la guerre a décidé d'arrêter de jouer pour déchaîner la foudre. Mais pour comprendre la fureur volcanique qui va se déchaîner à Wagram, il faut remonter quelques semaines en arrière. Il faut regarder les taches de sang sur les bottes de l'empereur et comprendre pourquoi, ce jour-là, la France ne cherchait pas simplement une victoire, mais une vengeance. 6 semaines plus tôt, l'impensable s'était produit. L'aigle avait vacillé lors de la bataille d'Essling. Pour la première fois en 10 ans, Napoléon n'avait pas vaincu. Bloqué contre le Danube en crue, l'armée française avait dû se replier sur l'île de Lobau, laissant derrière elle des milliers de morts et une aura d'invincibilité brisée. Pire encore, l'empereur avait perdu son meilleur ami, le maréchal Jean Lannes, fauché par un boulet autrichien. Ce n'était plus seulement de la politique, c'était personnel. L'Europe entière retenait son souffle. Dans toutes les cours royales, de Londres à Berlin, en passant par Saint-Pétersbourg, les vautours commençaient à tourner. Ils murmuraient que l'ogre corse était fini, que la grande armée, cette machine de guerre parfaite, s'était enfin enrayée. L'archiduc Charles, le commandant autrichien, était devenu le héros du vieux monde. Il avait réussi là où tous avaient échoué. Il avait tenu tête à Napoléon. Il pensait avoir compris la méthode française. Il avait modernisé son armée, copié l'organisation encore d'armée de son ennemi, et il attendait désormais, retranché sur la rive gauche du Danube, persuadé que si les Français osaient traverser à nouveau, il les jetterait à l'eau comme des chiens. L'arrogance autrichienne était à son comble. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de signer leur arrêt de mort, car ils avaient commis l'erreur fatale de laisser du temps à Napoléon, enfermé sur l'île de Lobau, un morceau de terre insalubre au milieu du fleuve. L'empereur ne dormait plus. Il avait transformé cette prison naturelle en une forteresse imprenable, une base logistique d'une ampleur industrielle jamais vue auparavant. Pendant que les Autrichiens fêtaient leur résistance, les sapeurs français, ces géants anonymes, travaillaient jour et nuit. Sous la direction du général Bertrand, ils ont construit des ponts sur pilotis, des merveilles d'ingénierie capables de supporter le poids de l'artillerie lourde et de la cavalerie. Ce n'était pas une simple préparation militaire, c'était l'organisation d'un cataclysme.
Napoléon faisait venir de la poudre, des vivres, des renforts de toute l'Europe. L'armée d'Italie, menée par le prince Eugène et le maréchal MacDonald, arrivait à marche forcée pour se joindre à la fête. L'empereur préparait un coup de poing d'une puissance telle qu'il ne laisserait aucune chance à la riposte. Il voulait écraser l'Autriche sous le poids du nombre et du métal. La nuit du 4 au 5 juillet 1809, le piège se referme. Et comme si les éléments eux-mêmes voulaient participer au drame, une tempête effroyable éclate sur Vienne. Le ciel se déchire, la pluie tombe en torrent. Le tonnerre gronde si fort qu'il couvre le bruit des milliers de bottes qui frappent le bois des ponts. C'est le moment que choisit Napoléon, profitant du déluge qui aveugle les sentinelles autrichiennes et du bruit du tonnerre qui masque le fracas de ses canons. Il lance 150 000 hommes et 400 pièces d'artillerie à travers le Danube. C'est une opération d'une audace inouïe. Imaginez la scène. Dans l'obscurité totale, fouettés par la pluie, des légions entières de fantômes en uniforme bleu traversent le fleuve noir. Au petit matin du 5 juillet, lorsque le soleil dissipe les nuages, l'archiduc Charles n'en croit pas ses yeux. Il pensait tenir l'armée française en échec, et voilà qu'il découvre, déployée devant lui dans la vaste plaine du Marchfeld, la plus grande armée jamais rassemblée par Napoléon. Les Français ne sont pas là où ils devraient être. Ils ont contourné les positions fortifiées, ils sont sortis du néant, et ils sont prêts à en découdre. La plaine du Marchfeld, immense étendue plate et sans obstacle, est le terrain de jeu idéal pour ce qui va suivre. Il n'y a pas de collines pour se cacher, pas de forêt dense pour tendre des embuscades. C'est une arène de gladiateurs à ciel ouvert, une table rase parfaite pour la charge de la cavalerie et surtout pour le tir tendu de l'artillerie. Pourtant, la première journée de bataille, le 5 juillet, ne se passe pas comme prévu. L'empereur, voulant profiter de la surprise et de la désorganisation apparente de l'ennemi, ordonne une attaque immédiate avant la tombée de la nuit. Il veut en finir vite, mais la machine se grippe. Les Autrichiens, bien que surpris, sont nombreux et tenaces. Ils sont plus de 140 000, solidement ancrés sur les hauteurs de Wagram, derrière la rivière Rusbach. Les colonnes d'attaque françaises se lancent à l'assaut, mais la coordination manque. Dans la confusion du crépuscule, des uniformes blancs des Saxons, alliés de la France, sont confondus avec les uniformes blancs des Autrichiens. Les soldats français se tirent dessus. C'est le chaos. L'assaut s'enlise dans le sang et la boue. Les Autrichiens contre-attaquent avec vigueur, repoussant les troupes de Bernadotte et du prince Eugène. À la nuit tombée, le bilan est mitigé, voire inquiétant. Les Français n'ont pas percé. Pire, ils ont montré des signes de faiblesse. L'armée bivouaque sur place, à portée de voix de l'ennemi. Les soldats dorment sur leurs fusils, le ventre noué par l'angoisse du lendemain. L'empereur, lui, ne dort pas. Il observe les feux de camp ennemis qui constellent l'horizon. Il analyse la situation avec cette froideur mathématique qui le caractérise. Il comprend que l'archiduc Charles ne va pas se laisser manœuvrer. L'ennemi a étiré sa ligne sur plus de 20 kilomètres. Il n'y a pas de flanc à tourner, pas de point faible évident à exploiter par une charge de hussards. L'Autrichien veut une guerre d'usure, un choc frontal, homme contre homme. Il pense avoir l'avantage du terrain et du nombre. Napoléon sait que la journée du lendemain, le 6 juillet, décidera du sort de son empire. Une défaite, ici, et c'est toute l'Europe qui se soulèvera. La Prusse attend un signal pour trahir. La Russie observe avec duplicité. Il ne peut pas se contenter d'une victoire tactique.
Il lui faut une victoire totale, écrasante, terrifiante. Il doit annihiler la volonté de combat de l'Autriche. C'est au milieu de cette nuit lourde de menaces que le plan germe dans son esprit. Si la finesse ne suffit pas, si la manœuvre est bloquée, alors il faut changer d'outil. Il ne va pas essayer de contourner le mur autrichien, il va le faire exploser. Il va devoir concentrer en un seul point une puissance de feu, telle que l'univers n'en a jamais connue. Le soleil se lève sur le 6 juillet. La chaleur est déjà étouffante. Les mouches, attirées par les cadavres de la veille, bourdonnent par milliers. L'archiduc Charles, enhardi par son succès défensif de la veille, commet alors l'irréparable. Il décide de prendre l'initiative. Il ne veut plus seulement se défendre, il veut détruire Napoléon. Il lance ses 2 ailes à l'attaque, essayant d'envelopper l'armée française dans un gigantesque mouvement de tenaille. Sur la droite française, le maréchal Davout, le duc d'Auerstaedt, le roc de l'armée, subit une pression terrible mais tient bon, reculant pied à pied, tout en préparant sa riposte. Mais c'est sur la gauche que le drame se noue. L'aile gauche française, affaiblie, commence à plier sous le poids des colonnes autrichiennes qui déferlent vers les ponts du Danube. Si les Autrichiens atteignent les ponts, l'armée de Napoléon est coupée de sa retraite, piégée, anéantie. C'est le scénario catastrophe. Les courriers galopent, affolés, vers le quartier général impérial. Sire, le flanc gauche craque. Sire, l'ennemi est sur nos arrières. Napoléon reste de marbre. Il regarde la carte, il regarde le terrain. Il voit ce que personne d'autre ne voit. En étendant ses ailes pour envelopper les Français, l'archiduc Charles a commis une faute gravissime. Il a affaibli son centre. Il a dégarni le milieu de sa ligne pour renforcer ses attaques sur les côtés. C'est l'ouverture que l'empereur attendait. Mais le centre autrichien reste solide, tenu par des grenadiers d'élite et une artillerie nombreuse. Envoyer de l'infanterie ou de la cavalerie directement contre ce mur serait un suicide. Il faut d'abord ouvrir la brèche. Il faut d'abord nettoyer le terrain. Il faut transformer ce centre autrichien en poussière avant d'y envoyer les hommes. L'empereur se tourne alors vers ses aides de camp. Son regard n'est plus celui du stratège, c'est celui du bourreau. Il appelle le général Lauriston, un artilleur de talent, un homme capable d'exécuter l'impossible. L'ordre tombe, tranchant comme une guillotine. Rassemblez tout. Prenez les canons de la garde impériale, prenez ceux de l'armée d'Italie, prenez tout ce qui peut tirer et alignez-les là, au centre. Je veux une grande batterie. Je veux que vous écrasiez tout ce qui se trouve devant vous. Ce n'est pas une demande de soutien d'artillerie classique. C'est la création d'une arme de destruction massive avant l'heure. Imaginez la scène qui se déroule alors sous les yeux effarés des 2 armées. D'habitude, les canons sont dispersés pour soutenir les régiments. Pas cette fois. De partout, on voit converger les attelages. Les chevaux écument, les conducteurs fouettent, les roues cerclées de fer déchirent la terre sèche. Les canons de 12 livres, les plus lourds, ceux que les soldats surnomment affectueusement les belles filles de l'empereur, arrivent au grand galop. Les obusiers suivent, ils s'alignent, non pas à l'arrière pour tirer par-dessus les têtes, mais devant, juste devant l'infanterie, roue contre roue. Un mur de bronze long de près de 2 kilomètres se forme en quelques minutes. 112 bouches à feu noir, béantes, tournées vers les lignes autrichiennes qui se trouvent à peine à 300 mètres. Le silence retombe un court instant sur cette partie du champ de bataille. Les Autrichiens, en face, s'arrêtent, stupéfaits. Ils n'ont jamais vu une telle concentration de métal. Ils comprennent trop tard ce qui va se passer.
Il voit les artilleurs français, l'élite de l'armée, des hommes aux uniformes impeccables et aux gestes précis, charger les pièces, la poudre, le boulet, la bourre, la mèche allumée. C'est une vision de cauchemar. Napoléon a décidé de ne laisser aucune chance au hasard. Il ne veut pas repousser l'ennemi, il veut le vaporiser. La grande batterie est en place. Le destin de l'Europe est désormais suspendu à la mèche fumante d'un canon de 12. L'ordre de feu va être donné, et le monde va trembler. Et quand le feu commence, ce n'est pas une salve, c'est une éruption volcanique. Un mur de flammes et de fumée blanche occulte instantanément l'horizon. 112 canons rugissent en même temps. Un son si monstrueux qu'il ne s'entend pas, il se ressent. Le sol tremble comme lors d'un tremblement de terre. Les poitrines des soldats se compriment sous l'onde de choc. C'est une apocalypse mécanique. En face, c'est l'enfer sur terre. Les boulets de fer pleins, pesant 6 kilos chacun, fendent l'air à la vitesse du son. Ils ne s'arrêtent pas au premier homme touché. Ils traversent les rangs, décapitant, démembrant, pulvérisant tout sur leur passage. Un seul boulet peut faucher 10, 15 hommes d'une même file. Les corps volent en éclats, transformés en une brume rouge qui se mêle à la poussière du champ de bataille. La cadence de tir est infernale. Les artilleurs de la garde, les meilleurs du monde, rechargent avec une frénésie robotique. Tirer, écouvillonner, recharger, tirer, encore et encore. 4 coups par minute par pièce. C'est plus de 400 boulets qui s'abattent sur le centre autrichien toutes les 60 secondes. Imaginez être de l'autre côté. Imaginez être un fantassin autrichien, debout, l'arme au pied, attendant l'ordre d'avancer et voir vos camarades se faire désintégrer sans même pouvoir riposter. Il n'y a nulle part où se cacher. Le terrain est plat. La mort arrive tout droit, horizontalement, inévitable. Les officiers autrichiens tentent de maintenir l'ordre, hurlant pour combler les trous béants qui s'ouvrent dans leurs lignes. Mais à peine les rangs sont-ils resserrés qu'une nouvelle vague de métal les déchire à nouveau. Le bruit est si intense que les hommes en saignent des oreilles. La fumée est si épaisse qu'on ne voit plus le soleil. On ne se repère qu'aux éclairs oranges des gueules des canons. C'est une boucherie industrielle. Ce n'est plus la guerre telle qu'on la connaissait, avec ses codes et son honneur. C'est l'avènement de la guerre moderne, impersonnelle et dévastatrice. Napoléon, impassible au milieu de ce déluge, observe à la longue vue. Il voit les bataillons ennemis fondre comme neige au soleil. Il voit la panique commencer à s'emparer des troupes d'élite de l'archiduc. Le centre autrichien, ce mur humain, qui semblait infranchissable quelques minutes plus tôt, n'est plus qu'un amas de corps et de terre retournés. La cohésion de l'ennemi est brisée, non pas par une manœuvre géniale, mais par la force brute de l'artillerie. C'est à ce moment précis, alors que l'ennemi est sonné, étourdi, traumatisé, que l'empereur décide de porter le coup de grâce. Il ne suffit pas de pilonner, il faut occuper le terrain. Il faut enfoncer le clou dans la plaie béante ouverte par les canons. Napoléon se tourne vers le général MacDonald. C'est un homme dur, un descendant d'Écossais, qui a quelque chose à prouver. Il a été écarté du commandement pendant des années, pour des raisons politiques. Aujourd'hui, il tient sa chance de rédemption. Napoléon lui confie une mission suicide, marcher droit dans l'enfer, droit dans la fumée, et percer ce qui reste du centre autrichien. MacDonald ne forme pas ses troupes en ligne, ni en colonne classique. Il innove, lui aussi, sous la pression de l'urgence. Il rassemble ses 8000 hommes en une formation gigantesque, unique dans l'histoire. Un carré colossal. Un bloc humain, compact, hérissé de baïonnettes,
conçu pour résister à tout, pour avancer tel un brise-glace à travers la banquise ennemie. « En avant !» hurle-t-il, et la masse s'ébranle. Il marche sur les cadavres, il marche dans la boue sanglante, droit vers les lignes autrichiennes qui fument encore. Mais l'ennemi, bien que martyrisé, n'est pas mort. Voyant cette masse compacte avancer, l'archiduc Charles jette ses dernières réserves dans la bataille. L'artillerie autrichienne, sur les flancs, se réveille. Elle prend le carré de Macdonald en tenaille. Les boulets français ont fait leur œuvre. Maintenant, c'est au tour des boulets autrichiens de ravager les rangs français. La progression de la colonne Macdonald est un calvaire. À chaque pas, des hommes tombent. La formation se resserre. Les vivants enjambent les morts pour combler les vides. De 8000 hommes, au départ, ils ne sont bientôt plus que 4000, puis 2000. C'est une hémorragie terrifiante. Imaginez l'état d'esprit de ces soldats. Ils avancent au pas, sous un feu croisé, sans pouvoir tirer, sans pouvoir courir. Ils voient leurs amis tomber à gauche, à droite. Macdonald lui-même est là, au milieu d'eux, impassible, galvanisant ses troupes. Le premier qui recule, je lui brûle la cervelle. C'est la volonté pure contre le métal. Le carré fond, à vue d'œil, il laisse derrière lui une traînée de cadavres longue de 2 kilomètres. Mais il avance inexorablement. Rien ne peut l'arrêter. C'est la fureur française incarnée. Ils sont devenus des monstres d'endurance, des machines à marcher vers la mort. Lorsque ce qui reste de la colonne Macdonald, à peine 1500 survivants, hagards, couverts de poussière et de sang, arrive enfin au contact de la ligne autrichienne, le choc est psychologique autant que physique. Les Autrichiens voient surgir de la fumée ces démons que rien n'a pu abattre. Ils ont vu l'artillerie les pilonner, ils ont vu leurs propres canons les massacrer, et pourtant, ils sont là. Ils chargent à la baïonnette avec un cri guttural qui glace le sang. La ligne autrichienne, déjà fragilisée par le bombardement de la grande batterie, craque. La terreur s'empare des défenseurs. Ils lâchent pied. Le centre est percé. Au même moment, sur les ailes, le plan de Napoléon se concrétise. Davout, sur la droite, a repoussé l'ennemi et commence à menacer les arrières autrichiens. Masséna, blessé mais commandant depuis sa calèche, a stabilisé la gauche. L'armée de l'archiduc Charles est coupée en deux, menacée d'encerclement. La grande batterie a ouvert la porte et le sacrifice de la colonne Macdonald l'a grand ouverte. L'ordre de retraite générale est donné côté autrichien. Ce qui avait commencé comme une tentative ambitieuse d'écraser Napoléon se transforme en une fuite désespérée pour sauver ce qui peut l'être. La plaine de Wagram est jonchée de 70 000 victimes. C'est l'une des batailles les plus sanglantes de l'histoire humaine à cette date. Mais au milieu de ce carnage, un fait demeure. L'armée française reste maîtresse du terrain. L'empereur a vaincu. Il n'a pas vaincu par une manœuvre élégante qui épargne le sang, comme à Ulm ou à Austerlitz. Il a vaincu en acceptant le prix du sang, en utilisant la technologie et la puissance de feu comme jamais auparavant. Il a prouvé au monde que la France impériale pouvait non seulement danser, mais aussi cogner plus fort que n'importe qui. Le soir même, sur le champ de bataille fumant, Napoléon retrouve Macdonald. Les deux hommes se sont souvent opposés par le passé. Macdonald est couvert de sueur et de poussière, épuisé. L'empereur s'approche de lui tend la main et prononce ces mots qui effacent des années de disgrâce. « Général Macdonald, oublions le passé, soyons amis. Je vous fais maréchal de France et duc de Tarente. » Sur ce champ de mort, au milieu des cris des blessés et de l'odeur âcre de la poudre brûlée, un nouveau maréchal est né,
sacré par le feu de la plus grande batterie de l'histoire. Wagram n'est pas seulement une victoire, c'est un avertissement lancé à l'Europe. Peu importe la méthode, peu importe le prix, l'aigle finit toujours par planter ses serres. Cette victoire, cependant, a un goût différent. Wagram marque un tournant irréversible. Pour la première fois, la guerre a changé de visage. Ce n'est plus l'affaire de héros solitaires ou de charges de cavalerie romantique. C'est le début de l'ère des titans industriels. En rassemblant 112 canons en une seule batterie, Napoléon n'a pas seulement gagné une bataille, il a inventé le concept de feu de saturation. Il a compris avant tout le monde que la quantité a une qualité qui lui est propre. L'Europe, stupéfaite, regarde le bilan. L'Autriche, cette puissance millénaire, est à genoux, contrainte de signer un traité de paix humiliant quelques mois plus tard. L'archiduc Charles, malgré son talent et sa ténacité, a été brisé. Il a affronté le dieu de la guerre et il a perdu. Mais pour la grande armée aussi, la leçon est rude. Les vieux soldats, les grognards qui ont fait l'Italie et l'Égypte, regardent les jeunes recrues tomber par milliers. Ils comprennent que désormais, la bravoure individuelle ne pèse plus lourd face à un mur d'artillerie. La guerre est devenue une boucherie mathématique où l'on échange des vies contre du temps et de l'espace. Mais au-delà de la tactique et de l'horreur, Wagram reste une démonstration éclatante de la résilience française. Pensez-y un instant. Une armée repoussée, bloquée sur une île, coupée de ses bases, qui parvient en quelques semaines à construire des ponts, à se réorganiser, à traverser un fleuve déchaîné sous l'orage et à écraser une force supérieure en nombre. C'est un exploit logistique et moral qui dépasse l'entendement. C'est la preuve que le génie de Napoléon ne résidait pas seulement dans ses manœuvres sur le champ de bataille, mais dans sa capacité à insuffler une volonté de fer à toute une nation. À Wagram, chaque soldat, du simple fusilier au maréchal d'Empire, savait qu'il participait à quelque chose de plus grand que lui. Il ne se battait pas seulement pour un homme, il se battait pour la gloire d'une France qui ne s'avoue jamais vaincue. L'écho de Wagram résonnera pendant des décennies. Les stratèges du monde entier étudieront cette grande batterie. Les Prussiens, les Russes, et plus tard les généraux de la Première Guerre mondiale, tous tenteront de reproduire cette concentration de feu. Napoléon a ouvert la boîte de Pandore. Il a montré que la technologie et l'industrie seraient les clés des guerres futures. Mais ce jour-là, en 1809, c'était la France qui tenait la clé. C'était la France qui dictait sa loi par le tonnerre du canon. Wagram est l'apothéose de la puissance impériale, le moment où l'Empire est à son zénith, dominant l'Europe non plus seulement par son élan révolutionnaire, mais par sa puissance matérielle, écrasante, une puissance forgée dans le feu, l'acier et le sang. L'héritage de Wagram, c'est celui d'une volonté implacable. C'est le souvenir d'une armée qui a refusé de plier genoux quand tout semblait perdu et qui a répondu à l'adversité par une violence calculée et foudroyante. Les champs de blé autrichiens ont bu le sang des braves, mais ils ont surtout vu naître la légende de l'artillerie française, cette arme qui allait dominer les champs de bataille pendant plus d'un siècle. Napoléon a prouvé qu'il n'était pas seulement un manœuvrier de génie, mais un chef de guerre capable d'adaptation, brutal, prêt à tout, pour arracher la victoire. Aujourd'hui, quand on regarde en arrière, on ne voit pas seulement la stratégie, on voit ces hommes. On voit les artilleurs de la garde, le visage noirci, sourd et épuisé, continuant à charger leurs pièces au milieu de l'apocalypse. On voit les survivants de la colonne MacDonald, marchant droit, fiers et terrifiants.
incarnant l'esprit de sacrifice absolu. Il nous rappelle que la grandeur ne se donne pas, elle se prend, elle se forge dans le feu et se paye au prix fort. Wagram est la preuve éternelle que lorsque la France rassemble ses forces et sa détermination, aucune forteresse, aucune armée, aucun empire ne peut lui résister. L'aigle ne demande pas la permission, il frappe. Si cette plongée dans les heures les plus glorieuses et les plus sombres de notre histoire a ravivé en vous cette flamme, si vous croyez que ces exploits méritent d'être racontés encore et encore pour ne jamais sombrer dans l'oubli, alors rejoignez-nous. Le combat pour la mémoire continue. Vous pouvez soutenir directement notre mission et nous aider à produire ces fresques épiques en devenant membre de la chaîne ou en vous abonnant dès maintenant. Dites-nous en commentaire, à la place de l'empereur, auriez-vous osé lancer la colonne MacDonald dans la fournaise ou auriez-vous cherché une autre voie? L'histoire vous juge. À bientôt pour un nouveau chapitre de l'héritage de fer.